Solène, vous êtes là? Absolument. Absolument. Alors, donc, Solène Prost de Marseille. Merci Solène, nous vous voyons. Impact de la correction chirurgicale d'un déséquilibre sagittal rachidien sur l'orientation acétabulaire en position debout. Solène, c'est à vous. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui. Parfait. C'est parfait. Alors, bonjour. Merci de me donner l'occasion de présenter mon travail. Il a été réalisé dans le cadre de ma thèse de biomécanique, qui est réalisée donc, entre mon service de chirurgie orthopédique et vertébrale à Marseille, sous la direction des professeurs Tropiano et Blondel, et aux Arts et Métiers à Paris, sous la direction du professeur Scali. Donc, en chirurgie rachidienne, l'évaluation de l'équilibre sagittal fait désormais partie de la pratique courante. Et pour poser un diagnostic ou planifier une chirurgie, cette évaluation se fait généralement sur des clichés corps entiers, en position debout, dans une cabine de radiographie EOS. Ces types de radiographies permettent des reconstructions 3D de l'ensemble des structures osseuses, et cela au prix d'une irradiation qui est très faible. Donc, l'utilisation de ce type de modélisation pour le bassin est encore expérimentale et ne fait pas l'objet de commercialisation pour l'instant. Mais cela revêt une importance croissante car le bassin est considéré comme la clé de voûte de transmission des charges entre le rachis et les membres inférieurs. Et lors d'un déséquilibre sagittal fixé, les patients ont recours à des postures compensatrices qui vont inclure une rétroversion pelvienne, ce qui se caractérise par une augmentation de la version pelvienne. Et cette rétroversion, elle va être à l'origine d'une hyperextension des hanches, d'une majoration de l'antéversion acétabulaire, d'une diminution de la couverture acétabulaire. Et ces phénomènes vont être responsables d'une perte du pas postérieur, qui est indispensable à la marche, et de l'apparition d'un conflit fémoro-acétabulaire qui peut accélérer la survenue de coxarthrose. Donc, cela signe l'apparition d'un syndrome hanche-rachis dont les interactions sont multiples et encore mal connues. L'objectif de notre étude était donc de caractériser la corrélation entre la modification de la version pelvienne et la modification d'orientation 3D des acétabulums à 2 ans post-opératoire d'une correction chirurgicale de déformation rachidienne, et cela selon le type de fixation distale utilisé. Il s'agissait d'une étude prospective, consécutive, monocentrique, qui incluait tous les patients qui avaient bénéficié d'une chirurgie de correction par arthrodèse postérieure étendue, qui incluait la charnière lombosacrée, et cela représente donc le gold standard pour la prise en charge chirurgicale de ces pathologies. Les sujets étaient secondairement répartis en 2 groupes, selon la nature du montage chirurgical qui était choisi, fixation distale iliaque ou fixation iliaque sacrée. Les reconstructions étaient effectuées sur des EOS préopératoires et à 2 ans post-opératoires. Les différents paramètres spinopelviens classiques étaient évalués, ainsi que des paramètres acétabulaires, donc l'acétabulum tilt, qui a été défini par M. Lasnek, l'antéversion acétabulaire, qui était déterminée dans le plan axial, l'inclinaison acétabulaire, qui était déterminée dans le plan frontal, l'abduction acétabulaire, qui était déterminée dans le plan coronal, et l'angle de couverture cotyloïdienne antérieure. 69 patients étaient inclus pour 127 acétabulums analysés. L'âge moyen était de 67 ans. Le sexe ratio majoritairement féminin. 46 cotyles présentaient une fixation distale iliaque et 81 une fixation sacrée. Il n'existait pas de différence significative entre les cotyles droits et les cotyles gauches. La version pelvienne préopératoire moyenne était d'environ 30 degrés, l'acétabulum tilt d'environ 35 degrés et l'antéversion acétabulaire moyenne de 24 degrés. Et par ailleurs, on retrouvait 69 cotyles qui avaient une antéversion supérieure à 25 degrés. À 2 ans post-opératoire, on avait des scores cliniques qui étaient globalement tous améliorés, avec une augmentation qui était significativement plus importante, avec une amélioration qui était significativement plus importante de l'EVA lombaire chez les patients qui avaient bénéficié d'une fixation iliaque. La version pelvienne a été diminuée en moyenne de 4,5 degrés pour une augmentation moyenne de lordose d'environ 17 degrés. Et par ailleurs, on ne retrouvait pas de différence significative entre les sous-groupes pour les paramètres spino-rachidiens. Les modifications de l'acétabulum tilt, de l'inclinaison acétabulaire
et de la couverture antérieure cotyloïdienne, ils étaient significativement plus importants dans le groupe de fixation distale iliaque. Les autres modifications des paramètres acétabulaires ne différaient pas de manière significative entre les deux groupes. Cependant, l'ensemble de ces paramètres était significativement modifié et tendait vers une normalisation telle qu'ils avaient été décrits dans une étude Princeps réalisée à l'Institut sur une cohorte de sujets sains. Concernant les analyses de corrélation, une modification d'1 degré de version pelvienne entraînait une modification globale d'environ 0,6 degré d'acétabulum tilt et d'environ 0,5 degré de couverture antérieure. Concernant l'analyse en sous-groupe, les corrélations étaient globalement plus importantes chez les patients qui étaient fixés en iliaque, et cela, quels que soient les paramètres acétabulaires qui étaient considérés. Notre étude a donc permis une analyse en 3 dimensions des paramètres acétabulaires en position debout, et à la différence d'un scanner, la position était donc une position de fonction, et l'irradiation était nettement plus faible. Ça constitue une analyse originale des adaptations posturales post-opératoires des différents paramètres acétabulaires, et cela selon le point de fixation distale utilisé. Ça indique une mobilité probable des sacro-iliaques en cas de fixation sacrée, ce qui peut expliquer une apparition de douleurs lombaires plus importante chez les patients qui ont une fixation sacrée, car ils ont une adaptation spontanée de leur position, à la différence des patients montés en iliaque. Cette étude devra être poursuite et confirmée par une étude d'analyse dynamique, donc de patients à la marche, afin d'explorer et de retrouver, si possible, les mêmes résultats. Et en conclusion, la forte corrélation entre les modifications de version pelvienne et la modification d'antéversion acétabulaire post-chirurgicale qu'on a mis en évidence peut être à l'origine de différentes manifestations cliniques qui nécessitent d'être prises en compte lors d'une programmation chirurgicale et qui doivent être inclus dans l'information préopératoire qui est délivrée aux patients. Notamment la modification de la répartition des charges acétabulaires qui peuvent entraîner des survenues de coxarthrose, éviter la survenue de planification chirurgicale en prenant en compte cette modification positionnelle de version pelvienne, et également considérer la possible déstabilisation d'un implant prothétique lorsqu'il est présent. Je vous remercie de votre attention. Merci Solène de cette excellente communication. J'incite les autres candidats. Vous voyez, quand les chirurgiens orthopédistes parlent, ils respectent le temps de parole. C'était très bien, c'était clair. Je vous poserai qu'une seule question. Il me semble avoir vu une diapositive où vous avez bien expliqué qu'il n'y avait pas d'incidence, avec une signification différente entre le côté droit et le côté gauche sur les acétabulums que vous avez étudiés. On est bien d'accord? Oui. Merci. Voilà, réponse courte. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, une question. Alors, attends, viens, prends un micro parce que sinon... Alors, monsieur Le Floch-Prigent, qui est anatomiste et chirurgien. Est-ce que je peux vous demander quelle est la proportion, la différence d'irradiation entre un EOS Charpak Dubousset et un scanner classique dans son mode Alors, avec un scanner, je ne connais pas, mais je sais qu'un EOS est 30 fois moins irradiant qu'une radio standard. Voilà, c'est ce que je voulais entendre. Par rapport à un scanner, donc la proportion doit être d'autant plus importante. Je ne connais pas le rapport entre un scanner et un EOS, mais je sais que c'est 30 fois moins qu'une radio classique. Oui, c'est ce que j'attendais. Et est-ce qu'on peut faire une RMN dans ce genre d'études ou ça ne le ferait pas? Moi, je n'ai pas entendu la question. Une résonance magnétique nucléaire, une IRM. Alors, on pourrait, mais l'intérêt de l'EOS, c'est aussi d'avoir un patient en position debout, ce qui permet de communiquer son bassin. Merci beaucoup. En charge. Bravo. Et ce que vous avez dit aussi est tout à fait exact. Il nous reste encore 1 minute. C'est un petit peu comme dans les poésies, c'est l'attaque du pas antérieur et le déroulement du pas postérieur. Et là, dans le cas particulier, comme vous l'avez dit, c'est surtout le déroulement du pas postérieur qui est perturbé. On est bien d'accord? Absolument. Et on a à la Timone un laboratoire d'analyse de la marche dans lequel on est actuellement en train de faire passer des patients. Et même sur nos résultats préliminatoires, c'est déjà mis en évidence cette correction post-opératoire qui rétablit le pas postérieur et qui, a priori, peut diminuer l'incidence et le risque de chute chez les sujets âgés. Merci encore une fois, Solène.